De nouveau ensemble dans l'après-midi pour écouter notre cher professeur Nedret Öztokat Kılıçeri. Avant de lui laisser la parole, j'aimerais bien la présenter un tout petit peu. Bon, nous la connaissons tous évidemment, mais il est d'usage quand même dans des conférences comme ça de présenter le ou la conférencière. Alors là, professeur Nedret Öztokat Kılıçeri est professeur de sémiotique au département de langue et littérature française à l'Université d'Istanbul, fondatrice et membre honoraire du groupe Semioist Turquie, secrétaire adjointe de la Fédération romande de sémiotique depuis 2024, c'est ça? Non, 21. C'est marqué comme ça. Et membre de l'Association française de sémiotique, membre exécutif de l'Association internationale de sémiotique et trésorière de cette association depuis l'année dernière. Ses recherches portent sur la sémiotique et la littérature, la critique littéraire, l'analyse du discours littéraire et visuel, la sémiotique urbaine, la sémiotique de conflit, la sémiotique visuelle. Et aujourd'hui, elle va nous présenter une analyse de l'œuvre d'art. Merci beaucoup Nedret d'avoir accepté notre invitation. Et voilà, je te laisse la parole. Merci. Bien, moi aussi je remercie Sündüz et son équipe. Sündüz est une de mes collègues les plus passionnés pour la sémiotique, pour la recherche et la théorie sémiotique. Donc c'est un très grand plaisir d'être aujourd'hui à Galatasaray. Merci beaucoup. Eh bien, aujourd'hui, dans cette première partie, je vais parler un peu de la façon dont la sémiotique visuelle s'est développée en France. Quels sont les grands ouvrages de référence. Pourquoi la sémiotique du visuel, pourquoi la sémiotique des arts plastiques. Ensuite, je vais passer aux travaux pratiques que j'ai menés sur l'œuvre du grand peintre Balkan Naci İstimyeli. Donc, on aura plus de corpus visuel. Après la théorie, ce sera plus, je crois, plus concret de voir comment l'analyse sémiotique fonctionne. Eh bien, je vais commencer par citer une réflexion que mon collègue et, je dirais, maître aussi, Jean-Marie Klinkenberg a prononcée dans Faire, voir, faire, qui date de 2010. Il aborde les différentes façons de parler de l'œuvre d'art, de parler sur une œuvre d'art. Il dit que chaque article, chaque critique rédigée sur un tableau est un regard sur l'image et montre une perspective et un point de vue. Tous ont un objectif commun, que le travail soit visible et pensé par les autres. Donc, pourquoi on écrit sur un tableau? Pour que ça soit visible et pensé par les autres. La peinture montre quelque chose et écrire sur le tableau rend à nouveau visible ce qui est montré. Jean-Marie Klinkenberg affirme qu'il existe deux types de discours, en peinture en particulier et en art plastique en général. Il y a souvent une interprétation inspirée qui part de l'œuvre. Il s'agit d'un discours dans lequel les mots, les adjectifs, bref, toutes sortes de possibilités linguistiques tissent une nouvelle toile intuitive, mystérieuse, autour de cette œuvre. Il exprime l'effet de l'œuvre sur la personne qui l'écrit, comme s'il s'agissait d'un poème qui s'attache au tableau et qui l'imite. Un autre discours est celui qui veut atteindre la source de l'œuvre et qui tente de montrer la source cachée qui a guidé l'œuvre. Cette source est souvent comprise comme un état de souffrance, la souffrance de l'artiste, un trouble, une douleur, un état de génie. Je pense notamment à Paul Valéry qui a écrit sur la méthode de Leonardo da Vinci. Donc,
Alors là, le discours se perd dans des évidences diverses et dans des intuitions, parce que Paul Valéry, c'était un grand intellectuel, donc c'est normal qu'il ait écrit un tel ouvrage. L'approche du premier discours traite de l'œuvre avec inspiration et admiration, c'est-à-dire qu'elle tient l'œuvre à sa fin. L'autre garde l'œuvre du côté pour révéler comment elle a vu le jour, comment cette œuvre a été générée. En fait, les deux discours sont motivés par le même point de vue. Tous deux estiment que pour parler d'une œuvre, il faut aller au-delà de l'œuvre. Selon Klinkenberg, de tels discours écartent ce qui appartient à la peinture, à la sculpture, à l'installation, bref, aux œuvres d'art plastique et, je cite, utilisent les caractéristiques qui font l'œuvre comme une sorte de prétexte d'écriture. Klinkenberg affirme que l'accumulation d'informations philosophiques, historiques, à partir de l'œuvre est aussi un acte d'écriture qui utilise l'œuvre, une sorte de tremplin vers un discours subjectif. Par exemple, relier l'œuvre à une anecdote, à une histoire connue, photo de harem, par exemple, photo de chasse. Ce sont les exemples que Klinkenberg donne, comme le font certains. C'est comme l'utiliser comme un texte de journal ou comme une réponse à un questionnaire. Voilà, le peintre avait lu cet ouvrage dans son enfance et on le retrouve là. Donc c'est comme un prétexte. Il ne refuse pas, Klinkenberg ne refuse pas les écrits sur les œuvres d'art. Moi aussi je les lis beaucoup. Il s'oppose au fait que ces écrits servent à autre chose que l'art. Là, l'œuvre reste à l'écart. Regarder une œuvre, une peinture, sculpture, installation, etc., en tant que pure œuvre d'art plastique, c'est s'éloigner de ces discours. Il dit, Klinkenberg, il faut trouver le langage qui permet de voir l'œuvre comme une œuvre dans toute son objectivité. Donc, il faut parler du langage de l'œuvre, pas de son esprit. Comment l'œuvre nous tient son discours? Je cite, « Il est nécessaire de voir comment une œuvre est construite en un énoncé, comment elle est structurée, comment elle utilise son propre langage, c'est-à-dire comment ses phrases sont construites, comment ses mots et sa syntaxe produisent du sens dans cette œuvre. En un mot, Klinkenberg dit, dire ce que nous considérons comme la façon de traiter l'œuvre. Il ne s'agit pas donc d'expliquer le mystère de l'œuvre, ni son âme, ni la puissance créatrice qui lui donne la vie, mais le sens de l'œuvre avec des mots ordinaires. Et c'est une autre façon de parler de la peinture tout en restant neutre. Prendre l'œuvre et essayer de voir comment elle est mise en place et en quoi elle consiste. Ainsi, il y a un discours qui ne se perd pas dans les impressions suscitées par l'œuvre ou dans les connaissances et les histoires de l'histoire de l'œuvre. Ainsi, Klinkenberg dessine le cadre épistémologique de la... c'est en général, donc pour les sémioticiens, le cadre épistémologique de la sémiotique, c'est l'étude de la signification. Le sens produit par l'assemblage des signes dans un contexte et donc il faut essayer d'analyser le réseau de ces signes, tissés par ces signes. Donc la sémiotique se propose d'analyser les messages implicites ou explicites que portent les textes, les pratiques sociales, les discours, les façons de croire, bref, tous les systèmes de la vie collective d'êtres humains. Tout objet d'art est porteur de sens et de messages sur les plans linguistique, social, culturel ou esthétique, donc il doit être et peut être soumis à l'analyse.
c'est le renouveau épistémologique que la sémiotique a apporté dans le domaine des études artistiques. En Europe, elle est considérée, ce renouveau épistémologique, comme une révolution méthodologique dans le domaine des sciences sociales, notamment anthropologie, sociologie, histoire, critique, cinéma, histoire de l'art, etc. À part l'analyse littéraire. Maintenant, je vais passer aux textes fondateurs qui ont construit le chemin que nous, les chercheurs, nous menons. Et c'est une citation, donc je vais lire. Donc, quand il s'agit des textes fondateurs, on commence toujours en général par cette analyse de Roland Barthes. Mais quand même, je vais faire une introduction très générale, très brève. La sémiotique visuelle s'intéresse aux objets visuels, comme le souligne Martin Joly dans l'introduction de l'image. Le XXe siècle se révèle comme une civilisation de l'image. Le XXIe, pire, est beaucoup plus attaché à l'image. Donc, à tout moment de la vie quotidienne, comme dit Joly, la vie quotidienne, nous sommes amenés à lire des messages visuels, à les décoder, à les utiliser régulièrement, à les fabriquer nous-mêmes aussi. Et donc, dans ce siècle, n'est-ce pas, au XXIe siècle, notre rapport est beaucoup plus prépondérant grâce aux réseaux sociaux qui favorisent l'emploi des images accompagnées de messages verbaux, maintenant des images fabriquées avec l'intelligence artificielle. Il est donc impensable que la théorie sémiotique ne s'intéresse aux images comme elle s'intéressait dès le début au corpus littéraire et discursif. En effet, à l'époque où les études narratives et discursives, soit les années 70, Greimas avait en vue une sémiotique de la figure. Un des documents des actes sémiotiques dans les années 70 est consacré à la figurativité, et là il parle des signes iconiques, des signes plastiques, etc., toute une terminologie où il a défini les éléments d'analyse, les éléments de base de l'analyse sémiotique visuelle. Donc, il s'agissait d'une ouverture de la théorie sémiotique au langage non-verbaux et au mode d'expression visuelle. Vous vous souvenez, hier, Denis Bertrand a parlé de cette tendance de la sémiotique greimassienne à s'ouvrir vers d'autres disciplines, à s'enrichir d'autres points de vue et d'autres objets à analyser. Anne Hainaut le précise bien. C'est une citation que j'ai prise des ateliers de sémiotique visuelle qu'elle a publié avec Anne Béard, Anne Hainaut, en collaboration avec Anne Béard, parce qu'il y avait des ateliers de sémiotique dans le temps de Greimas, donc elles ont repris les travaux principaux en même temps qu'on y a ajouté des nouvelles recherches. Eh bien, je cite Anne Hainaut, c'est bien en effet en 1970 que Greimas réaffirmait la légitimité de cette extension et pouvait prouver qu'il avait des moyens de ces affirmations en lançant un premier atelier de sémiotique visuelle, Greimas. Depuis lors, cette recherche sur l'image et sur l'art visuel en général s'est développée d'une manière constante, au moyen de certains nombres d'études concrètes. Notamment, les deux études concrètes menées par Floch et Turleman sont capitales. Les premières analyses datent de cette première tentative d'analyse visuelle, et notamment cette analyse de Paul Klee par Félix Turleman. Parmi les premiers travaux, il faut citer, donc, à côté de Turleman, les travaux de Jean-Marie Floch et de Manar Hammad, dont Isabelle parlait tout à l'heure, au sujet de ses études sur l'espace muséal et l'espace historique. L'école de Paris s'intéresse aux composantes plastiques, la matérialité de l'œuvre, les couleurs, les lignes, les formes que nous voyons sur la surface de l'œuvre, aux composantes figuratives présentes dans le corpus analysé, et pour en construire un nouveau discours sur l'objet visuel.
Il reste des textes sémiotiques emblématiques auxquels nous nous référons pendant les cours d'analyse visuelle, et je vais suivre le même chemin. Et donc je vais commencer par Roland Barthes. Il aborde, vous savez, il a un fameux article paru dans Communication 4, qui date de 1964. Ça s'appelle Rhétorique de l'image, qui est une analyse sur l'œuvre, sur une publicité, une image publicitaire, où il a trouvé des connotations et des dénotations, le système dénotatif et connotatif, qui a été repris par plusieurs sémioticiens. Encore, il y a beaucoup de travaux sur la publicité qui suivent ce chemin, cette dichotomie barthésienne. Donc, il dit, Roland Barthes, dans son introduction au début, selon une étymologie ancienne, le mot image devrait être rattaché à la racine de imitari. Nous voici au cœur du problème le plus important qui puisse se poser à la sémiologie des images. La représentation analogique, la copie, c'est-à-dire la copie, peut-elle reproduire de véritables systèmes de signes et non plus seulement des agglutinations de symboles? Question importante. Comme le note Roland Barthes, dans les faits de communication, l'analogie permet de parler d'un langage, par exemple le langage des abeilles, comme on dit, mais réduire l'image à un système analogique serait appauvrir le processus d'engendrement du sens, puisque dans un message visuel, il y a toujours un en deçà et un au-delà, et ce qui compte pour le sémioticien, c'est la question de savoir comment le sens vient-il à l'image, où le sens finit-il, et s'il finit, qu'y a-t-il au-delà? Cette analyse sur la publicité Panzani a montré comment il a découvert les différents messages possibles dans cette image. Et un premier message livré par cette image, c'était le message linguistique qui utilise les deux codes. Vous voyez l'écriture et le français, deux codes que nous reconnaissons immédiatement. Le second message est fourni par les images discontinues. Tomate, vous voyez, tomate, poivron, oignon, champignon, le filet de course, qui véhicule un état de civilisation, faire son achat soi-même au marché. Aujourd'hui, si Barthes vivait, et probablement il aurait pensé au système de Getir. On fait un appel, on dit je veux du kebab, du Coca-Cola, etc. Donc c'est un état de civilisation qui s'oppose à la consommation mécanique des surgelés et des conserves, et donc du Getir système. Dans cette scène de retour du marché, c'est une scène de retour du marché, le signifié a deux valeurs euphoriques, positives, euphoriques, la fraîcheur des produits et la préparation dans la cuisine chez soi, préparation du plat. Les légumes exposés ont pour signifiant jaune, vert et rouge qui renvoient connotativement au signifié de l'italianité, renforcé par l'assonance du mot Panzani. Tandis que c'est une, n'est-ce pas Isabella, c'est une marque française qui a utilisé Panzani. En Turquie, nous avions à l'époque une marque qui disait Arbella. C'était turc, mais Arbella. Donc quand il s'agit des pâtes, il faut se référer à cet imaginaire phonique italien. Dans l'exploration de cette image, Barthes observe deux autres signes en partant du rassemblement desserré des objets. Dans un premier temps, ce signe visuel a pour signifier le service culinaire, comme si d'une part Panzani fournissait tout ce qui est nécessaire à un plat composé, et comme si d'autre part le concentré de la boîte que vous voyez, où est ma boîte? La boîte égaler les produits naturels. Le second signe est celui de la composition de l'image. Donc vous regardez maintenant l'ensemble du contenu du filet.
Et il renvoie à un signifié esthétique parce qu'il s'agit d'une nature morte. Voyez la logique de la représentation. J'ai même trouvé d'autres. Et donc, c'est une morte, mais il dit still living. Donc, ce sont des produits qui vivent, qui ne sont pas morts. Donc, c'est un renvoi à notre savoir culturel qui nous permet de le voir, qui a permis aussi à Roland Barthes de considérer cette image comme un double une copie, enfin, inspirée par la nature morte, mais il change le mot, il dit still living. Un autre ouvrage capital est le signe certainement le traité du signe visuel. Je ne l'ai pas apporté, c'est un grand ouvrage pour une rhétorique de l'image faite par Groupe Mu. Là, il y a toutes sortes d'objets visuels, des tapis, tapisseries, des icônes, des publicités, tout ce qui est pictogramme, tout. À l'époque, le Groupe Mu était formé par Francis Edeline, Jean-Marie Klinkenberg et Philippe Menguet. L'œuvre date de 1992. Ils ont apporté un nouvel éclairage sur le signe iconique en dénonçant les dangers de l'impérialisme linguistique et ont critiqué la position de ceux qui ramènent tout au système de communication. Ils sont un peu cons. C'est pourquoi ils parlent de rhétorique. Parce que quand on ramène tout au système au schéma communicatif, ça rétrécit un peu l'abord de la signification. Donc, et ils choisissent de parler de la rhétorique de l'image. Les sémioticiens partent du signe iconique, plastique, pour aborder la rhétorique, la stylistique et l'iconoplastique. Un autre ouvrage dont je vais parler, c'est très important parce que un de mes collègues en histoire d'art en a été très influencé et il a utilisé cette façon de voir un tableau moderne dans plusieurs de ses cours et de ses analyses. D'ailleurs, ces analyses que nous faisions ensemble. Eh bien, dans l'approche, je ne l'ai pas avec moi, approche sémiotique sur Rothko a réuni 5 sémioticiens qui ont analysé une même œuvre. Je vous le montre. Excusez-moi, oui. Un seul tableau sans titre de Rothko qu'ils ont analysé et chacun à leur façon nous ont fourni d'importants éléments d'analyse et de réflexion. Je vais y revenir. Maintenant, je vais sauter un peu. Oui. Le langage visuel, donc, c'est un... oui, le langage visuel... Donc, quand on dit le langage visuel, dans ces recherches, le signe visuel, c'est une configuration, c'est-à-dire ensemble de figures, configuration, stable, dont le rôle pragmatique est de permettre des anticipations, des rappels ou des substitutions à partir de situations. Le signe a une fonction de renvoi qui n'est possible que dans un système. Et donc, à côté de la notion de l'objet, il faut prendre en considération la fonction perceptive. C'est une citation à partir du groupe Mu, l'analyse du groupe Mu. Donc, quand on décrit la signification de l'objet visuel, donc nous avons affaire à la grammaire et la syntaxe du langage visuel, c'est ce que nous allons voir dans la deuxième partie de mon travail, le décodage visuel.
codage visuel, je vois d'un côté le système sémiotique, de l'autre côté la théorie de la perception, c'est-à-dire l'importance de la forme transmise par l'apprentissage social et culturel, parce que chaque œuvre artistique, comme vous allez voir tout à l'heure, s'inscrit dans un système social et culturel. Et, parmi d'autres analyses fondatrices, donc tout à l'heure je vous avais parlé de la merveilleuse analyse de Félix Türlemann, qui a analysé Blumen mythos, la mythe florale de Paul Klee. C'est en effet, je crois, sa thèse de doctorat, puis il est publié. Et Anne Eno et Anne Béard ont introduit cette analyse dans cet ouvrage collectif paru en 2004. Tout à l'heure, je citais Anne Eno à partir de cet ouvrage. Donc, vous voyez, c'est le tableau. C'est un petit tableau, ce n'est pas très grand. Et Türlemann a analysé à partir d'abord du format. Les vertus du format, surface. Donc, il a vu sur la surface picturale qu'il a segmenté, comme vous voyez. La segmentation, c'est très important pour chaque analyse littéraire, comme tu disais tout à l'heure, hier, comme disait Sundus dans l'œuvre d'analyse littéraire. Donc, il a, je vais faire des sauts, des va et revient. Vous voyez, il a reformulé, il a retranscrit, si vous voulez, la surface picturale. Ensuite, il a retenu les images, vous voyez les courbes, les ronds, les sphères, etc. Il les a regroupées comme éléments de surface. Donc, il a fait un tableau, combien de fois les formes sont repérés. Donc, ce sont les éléments de surface. Comme vous voyez, c'est un peu l'alphabet dont nous nous servons. Ce sont les éléments constitutifs de ce tableau. Ensuite, il a trouvé les éléments linéaires, c'est-à-dire les éléments visuels qui utilisent les lignes. Là, ce sont les éléments unicité. Mais là, vous voyez les éléments linéaires. Par exemple, ici, en bas, vous allez voir, vous voyez en bas les lignes. Vous voyez les lignes qui se répètent dans le cadre, le cadran, si vous voulez. Et donc, il a repéré ces formes, les éléments linéaires. Oui. Et ensuite, il a donné une organisation topologique de la surface picturale. Je reviens au tableau. Vous voyez la bordure, vous voyez, et au milieu, vous avez la fleur et l'oiseau qui vient se poser sur cette fleur. Oui. Et puis, il a fait l'inventaire des objets. Le réseau classématique, le réseau des SEM qui indique une classification, sont répartis en inanimés et animés. Dans les inanimés, nous avons terrestres, c'est-à-dire les collines, les roches, les petits bouts de rochers, comme vous voyez ici. Vous voyez les petits saillants. Donc, ce sont les SEM inanimés qui se répètent. Ils peuvent être d'ordre terrestre et céleste, parce qu'il y en a certains qui ressemblent à des planètes, des petites planètes, des petites étoiles, et céleste, les croissants de lune. Les croissants, je pense immédiatement à notre culture, n'est-ce pas? Vous voyez la forme croissante en haut, pas en bas, mais en haut, nous avons des croissants, des hilal. Et puis, donc, il a trouvé aussi le SEM animé, qui apparaît sous forme de végétal, sans fleurs, donc des touffes d'herbes, des touffes d'herbes, des sapins. Il y en a qui sont avec fleurs, qui est au milieu de la fleur, et animal, l'oiseau. Et ce mythe s'organise autour de cette
union, de la fleur avec l'oiseau. Donc, et c'est le mythe floral, Blumen mythos. Donc, j'ai essayé de résumer. Et dans cet ouvrage collectif, il y a une autre analyse faite par Lucia Koren. Et vous voyez ici, maintenant, c'est une œuvre narrative. Il y a une narrativité, parce que c'est un épisode très important de Bible, la fuite en Égypte. Vous avez au milieu la famille sainte, Joseph, petit Jésus et Marie. Vous avez ici pardon, je ne vous montre pas. Ah, l'image, vous voyez l'image? Non. Voilà, excusez-moi. Vous avez donc ici la famille sainte. Vous avez la lune toute paisible et les bergers avec leurs vaches, leurs animaux, les bergers qui campent là. La voile est donc ici Lucia Koren se pose le problème de l'iconisme en sémiotique parce qu'elle a étudié la voûte étoilée comme un paysage nocturne et la voûte étoilée, c'est un paysage nocturne dans une conception réaliste. Vous voyez, nous reconnaissons. Même, elle avait repéré les groupes de constellations, quelle constellation, quel signe du zodiaque apparaissait. Donc, elle a fait une analyse qui montre que c'est un tableau. Le haut du tableau est bien réaliste, mais il y a des reproductions infidèles aussi à la nature et elle dit que donc la disposition des étoiles comme des reproductions infidèles à la nature et elle dit que finalement les reproductions, c'est-à-dire reprendre cette histoire, faire ce tableau pour reprendre cette histoire biblique, ces reproductions semblent répondre à un besoin de créer plusieurs points lumineux sur la surface linéaire, parce que la narration a besoin, le narratif a besoin de ça. Donc nous avons trois sources lumineuses, trois sources lumineuses, vous voyez, 1, 2, 3, et même avec le reflet 4. Donc elle avait étudié toute cette disposition, cette mise en scène de l'histoire qu'elle a analysée évidemment avec précision. Donc qu'est-ce qu'elle a relevé? La description du paysage, donc la fuite en Égypte selon l'évangile de Matthieu, donc elle a retrouvé la source. Elle a mis avant la valorisation de la lumière pour exploiter le narratif, tout à l'heure j'ai montré, et puis elle a repérer trois parties de la surface picturale, le secteur à droite, les reflets sur le lac, la lune sur le lac, reflétée sur le lac, la bande centrale, le groupe fugitif, c'est-à-dire la famille sainte qui s'enfuit, et dans la partie gauche, les bergers avec des vaches. Comme vous voyez, le tableau, c'est pas tout à fait... les genres sont différents, mais vous voyez, Turleman et Koren opèrent de la même façon quand il s'agit de l'œuvre d'art pour montrer comment s'organise la surface du tableau. Selon elle, le groupe des fugitifs se situe au centre du tableau. Ils sont les acteurs principaux. Et la voûte céleste étoilée guide les fugitifs. Elle dit, ce qui s'offre à nos yeux et moins la simple description naturaliste d'un paysage qui raconte une histoire dans lequel chaque élément, de par son contraste avec d'autres éléments, joue un rôle précis à l'intérieur d'une structure narrative. Excusez-moi mon ordinateur qui écrit toujours en turc. Il corrige, c'est resté nature. Je veux terminer avec cette analyse très importante sur Rothko qui a tant inspiré
mes collègues et historiens d'art. Je vais m'attarder un peu sur l'analyse du groupe MU. Et le groupe MU a segmenté, comme tous ces sémioticiens, eux aussi ils ont segmenté le tableau. Comme vous voyez, il y a, je vais vous montrer maintenant, voici la segmentation. La segmentation, je vais revenir. Vous avez ici, en haut, vous avez une plage noire, puis une bande blanc, relativement blanc, qui sont sur une autre plage orange, et en bas vous avez une autre plage de couleur rouge. C'est ce que leur segmentation montre. Donc ils ont appelé A le noir, plage noire, B la bande blanche, et C et C' sont donc la zone orange, et en bas vous avez D qui est la plage rouge. Eh bien, qu'est-ce qu'ils ont noté? Ils ont noté que ces deux plages, ces deux bandes sont superposées sur l'orange, sur la partie orange, et le rouge aussi. On peut dire que le rouge est posé. Donc, est-ce que l'orange peut être une plage encadrante? Je ne pense pas. Mais ils ont posé la question suivante. Et selon la logique des couleurs légères, couleurs fortes, lourdes, il y a quelque chose qui est renversé. Normalement, le noir devrait être en bas. C'est la couleur de la terre, c'est la couleur du minéral, le noir. Ça pose problème. Donc, est-ce que ça fait penser ils ne disent pas ça fait penser, mais ils demandent la question si ça peut penser aux fumées noires des camps de concentration, la fumée noire qui monte, parce que normalement le lieu, la place de ce plan noir devrait être en bas, pas en haut. Donc c'est une façon, c'est une manière de penser à cette possibilité sémantique significative. En plus, en regardant, donc ça c'est du côté sémantique, donc c'est un tableau sans titre, comme vous voyez, donc on peut pas, comme dans l'exemple de Adam Alzheimer, on ne peut pas parler d'une narrative, mais ils ont trouvé intéressant que le groupe MU a repéré 3 façons de lire le texte, ce visuel, 3 façons de lire. Premièrement, en verticalité, c'est-à-dire en commençant du haut en bas ou du bas vers le haut, il y a ce déséquilibre du noir et du rouge, donc c'est problématique, ça crée une tension. Donc quand on lit de haut en bas ou du bas en haut, on peut le lire planairement, c'est-à-dire on peut repérer l'existence de ces 4 couleurs, n'est-ce pas? Mais pas de problème, donc une lecture, un axe planaire, mais aussi un axe transversal. Parce que en regardant ces blancs, vous voyez ces blancs, ici, c'est comme si derrière, je regarde verticalement maintenant, transversalement, je traverse le texte, en regardant d'ici vers au-delà du tableau, on dirait qu'il y a quelque chose de blanc. Et ici, il y a cette échancrure
comme vous voyez, et ce blanc se fait apparaître, ce blanc qui apparaît. D'autre part, si je regarde de cette façon, là le blanc dit, ah, il y a quelque chose qui apparaît sommairement. Par contre, si je regarde, si je reste toujours sur la transversalité, si je regarde de cette partie du parti hors du texte, c'est-à-dire derrière le tableau, vers l'ici, ce blanc apparaît comme une échancrure, comme une ouverture beaucoup plus nette. Donc ce blanc, il peut être comme une percée, comme une persienne qui laisse voir la lumière. Donc ce tableau peut être lu sur 3 axes et peut être interprété sur 3 axes, le jeu des plages colorifiées. Donc c'est une façon de voir. Donc Rothko a toujours peint les plages, toujours peint. Mais les problématiques que ce tableau peut poser, n'est-ce pas, a été interprété de façon très méthodologique et qui avait inspiré mes collègues qui ont vu maintenant, qui voient et qui continuent à voir dans les tableaux les axes verticaux, les axes horizontaux et les axes transversaux, ce qui était inhabituel jusqu'alors. Donc, je termine pour cette partie, mais je vais continuer. J'essaie de fermer. Si je vois le curseur. Ah, voilà, le voilà. Hein? Donc, ce sont, si vous voulez, les travaux pionniers, cette analyse de Rothko, cette analyse de Türlemann, aussi les nouvelles analyses faites par les sémioticiens visuels. Ce sont les travaux dont nous nous servons régulièrement dans les cours de sémiotique et visuelle. Maintenant, je vais ouvrir mon second dossier. Si je le vois, Yazokulu, voilà. Oui. Et pour compléter un peu, avant d'entamer les analyses, tout à l'heure, j'ai cité Klinkenberg, faire voir faire, et donc ce sont les différentes façons de lecture qu'il avait proposées. Donc les discours sur et à propos de l'œuvre d'art, donc sur le peintre, sur l'artiste, ce sont les éléments biographiques. Et un article ou une analyse, enfin article, analyse c'est autre chose, hein, je dirais plutôt article, sur le courant artistique, par exemple, prendre un tableau et parler du surréalisme, prendre un tableau de Marcel et parler du surréalisme. Ça peut être un prétexte pour expliquer un courant artistique. Ensuite, sur les données historiques, par exemple, on prend un tableau et on définit une époque historique, un événement historique, comme c'est le cas des grands tableaux nationaux qui datent des grands moments des nations, par exemple, ou bien chez nous, il y a un musée, je ne sais pas si vous avez visité, İş Bankası Resim Heykel Sanat Müzesi. Là, il y a toute une panoplie de tableaux qui datent de la République, des premières années de la République. Il y a Atatürk, les instituteurs réunis. Ce sont des tableaux très naïfs, mais qui sont très importants du point de vue comme données historiques. L'essai, ou bien ça peut être un essai, un discours intellectuel sur la peinture, notamment les essais de Pontalis.
j'adore. Je vous conseille de lire si vous aimez. Les essais, ça peut être une forme d'essai sur l'histoire de la peinture, un regard sociologique. Je pense notamment au musée de Pera qui fait parfois des expositions sur les peintres russes. Là, vous voyez les époques de la Russie. Donc, c'est toute une histoire sociologique pour le visiteur, ou bien un discours sur l'œuvre elle-même. C'est ce que la sémiotique propose aux chercheurs. Comme exemple, donc, j'ai pris Le dormeur éveillé. Donc, je relis souvent cette œuvre. C'est un tableau très, très connu, le rêve de Constantine. Le roi, l'empereur, il dort. Il dort et il a un gardien. Il garde, mais il somnole, le pauvre. Il rêve, on ne sait pas. Et Pontalis, qui était un psychiatre, psychologue, un psychanalyste, il dit j'aime bien regarder de temps en temps, il va regarder au musée. Enfin, il est mort maintenant, mais il dit qu'il adorait regarder et penser à quoi est-ce que ce gardien penserait, ce soldat penserait. Et il imagine toute une histoire. Un chapitre formidable sur le dormeur éveillé de Piero della Francesca. Donc, c'est un essai qui nous fait penser à beaucoup de choses, mais ce n'est pas une analyse. Mais ce sont des essais très, très, à mon avis, délicieux. J'adore lire des trucs comme ça. Et je vous ai parlé tout à l'heure de l'approche sociologique. Expliquer une sociologie, expliquer une transformation sociologique, sociale, une transformation au niveau des classes sociales, c'est ce que Pierre Bourdieu avait fait à partir du tableau Déjeuner sur l'herbe de Manet. Et c'est un cours qu'il a fait pendant 1 ou 2 ans, je ne sais pas, je ne me souviens pas, mais c'était un séminaire sur la sociologie et l'art, et finalement il a publié les notes de ce cours qu'il a fait, de ce séminaire qu'il a fait à l'université. Et maintenant, la sémiotique, comment la sémiotique aborde l'œuvre. Donc je crois que j'ai encore 20 minutes. On peut faire? Enfin, si vous voulez, je fais mon introduction et puis pour les analyses, on va prendre avant les analyses. Donc, moi, je suis une chercheure en littérature. Donc, j'ai fait ma thèse sur la littérature, comme nous toutes, et je suis tombée sur une œuvre qui s'intitulait Paroles, Word, les mots. Et je l'ai visité. J'ai visité cette exposition et j'ai dit, s'il y a la parole, il doit y avoir le langage, la langue. La langue est tout ensemble un langage. Donc, j'ai pensé en termes saussuriens sur une parole, Seuse. Ça s'appelait Seuse, ce qui date de 1994. Et j'ai visité, j'ai dit, c'est la parole d'un peintre. Le peintre, c'est un grand peintre, Baltanagi Simieli, dont je salue les amis et la femme Cézanne, chère Cézanne et chère Sema. Eh bien, j'ai dit, s'il y a la parole de l'auteur, d'un artiste, comme la parole d'un écrivain, il doit y avoir un système qui englobe ça, un système un code qui doit être la langue, tous ensemble, le langage. Et je suis entrée comme ça dans l'étude du langage artistique, du discours artistique. Alors, j'ai vu que les tableaux étaient des simulacres de palettes de peintres. Voici.
grand, ce sont des grands palettes, des objets d'art, une autre palette, vous voyez, et en même temps, certains de ces palettes, de ces toiles objets, imitaient les ballons, les ballons de parole. Donc, il y avait, comme dans les caricatures, vous voyez, il y a des ballons. Je dis, il a trouvé une façon de montrer qu'il adresse sa parole aux spectateurs, aux visiteurs. C'est bien. Mais ce n'était pas tout, parce que dans l'espace de la galerie, tout au long du mur, il y avait, comme vous voyez ici, une suite de phrases. Une suite de phrases interrogatives, pour la plupart, qui disaient « Qui êtes-vous? Pourquoi êtes-vous venu? Êtes-vous pressé? Est-il midi? Partirez-vous pour manger? Avez-vous faim ?» Donc, des paroles qui s'adressaient à nous, mais cette fois-ci bien lisibles, parce que sur le tableau, toile objet, il y avait aussi une sorte d'écriture imprimée, mais illisible. Donc, d'un côté, il y avait ce côté illisible sur les toiles objets, et derrière, je voyais toute une série, une suite, une chaîne de phrases. Et c'est le dernier tableau. Et ici, vous pouvez lire, qu'est-ce que la peinture? Sommes-nous en retard? Vous voyez? Donc, il y avait deux structures de codes qui se complétaient. D'une part, l'écriture sur le mur de la galerie, d'autre part, ce qui était encadré, les toiles objets, qui racontaient visuellement cette parole. Vous voyez, nous avons encore ici une sorte de toile objet qui racontait la parole, qui rendait compte de la parole de l'artiste. Alors j'ai dit, si j'arrive à analyser cette parole, je dois me référer nécessairement, obligatoirement, au système de langue. Et j'ai essayé de décoder décoder les signes de cette installation à l'aide de la sémiotique visuelle. Et c'est ainsi qu'a commencé mon aventure vers l'analyse de la peinture, de l'image artistique. Voilà. On peut faire cette pause maintenant. On va le prendre. Merci beaucoup. Merci. Nous attendons impatiemment la suite. Oui, il y a beaucoup de choses.